bien, nous allons commencer cette table ronde et en même temps vous permettre aussi, en fin de débat interne, de prendre en considération vos questions. Et ce serait très intéressant que vos questions soient nombreuses, naturellement. Je voudrais remercier d'abord Alain Pariante, qui a eu l'amabilité de passer sur l'obstacle de l'âge et de bien vouloir me confier cette mission, en se demandant d'ailleurs, avec inquiétude certainement, si je vais tenir le coup tout le long de celle-ci. Mais je vous rassure, je suis plutôt quelqu'un du matin. Le matin, c'est le maximum de mon tonus, et donc tout devrait se passer bien, du moins je le souhaite. Donc, nous avons d'ailleurs commencé par aborder un petit peu le problème que nous allons débattre, c'est-à-dire l'adaptation en continu des finances locales. Et pour cela, nous avons vu, je dirais déjà, légèrement grappiller un petit peu les terres du président Paul Serre, mais bon, je me permettais de le faire par une connaissance assez ancienne que j'avais de Madame la Présidente Lamarque et que j'avais retrouvé d'ailleurs au Bénin, si vous vous en souvenez, à l'occasion d'un échange à l'université locale. Donc, c'est avec plaisir que je retrouverai donc un certain nombre de membres de cette table ronde. D'abord, Michel Leclinch, avec lequel j'ai eu le plaisir et l'intérêt de pouvoir travailler sur un certain nombre de thèmes qui ont donné lieu à l'époque à publication. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il se propose de traiter d'aborder un thème intéressant qui est celui de l'administration face précisément à la décentralisation, question qui a été évoquée dans une de ces journées dites Finance Université qui avait été constituée à l'époque, c'est-à-dire nous en sommes aux années 90. Donc, voilà pour... Alors, quant à Vincent Dussart, il est à peine besoin de rappeler que nous avons été assez proches pour les soutenances de thèse. Donc, je le remercie encore. Monsieur le Président Serre, c'est avec plaisir que j'ai fait votre connaissance, car je dois dire que j'avais perdu de vue un petit peu la Chambre régionale depuis quelque temps, et donc vous m'avez permis ainsi de retrouver la tonalité de discussion qui était dense et riche à l'époque. Et puis, il y a Monsieur Calmette, qui se trouve tout à fait au bout, que j'ai rencontré pour la première fois à l'occasion d'une recherche qu'il avait faite sur Pierre Lalumière, dont j'ai été un élève ici, dans cette faculté, et qui ensuite a eu la gentillesse de me préparer au concours d'agrégation. Donc, c'était ce sont des retrouvailles très intéressante que me faisait faire M. Calmette en m'obligeant à revenir un petit peu sur les caractères principaux de la pensée de Pierre Lalumière. Voilà donc ce que je voulais dire en introduction. Et d'un point de vue pratique, nous avons donc une table ronde qui va consister donc pour chacun à présenter les thèmes que vous êtes répartis. Donc, l'administration pour Monsieur Leclinch, Vincent Dussart, je pense que ce sont les collectivités locales en tant que telles qui vont être visées par son expérience de premier adjoint de sa commune.
est-ce qu'elle est frontalière en quelque sorte Oui, je avec, vais vous l'expliquer. avec le Tarn-et-Garonne? Presque. Voilà, c'est presque le Tarn-et-Garonne. Je vais vous le montrer. Voilà, c'est ça. Non, parce que la frontière était assez étroite, oui, puisque c'est la Haute-Garonne est dans le sens de la longueur, en quelque sorte. Et donc, le président Serre, évidemment, est servi par l'actualité, puisqu'il a pas mal de réflexions, certainement, à faire valoir sur la portée de cette réforme. Monsieur Calmette étant plutôt sur un chemin de diversion qui nous amènera à traverser au travers des routes et donc le cheminement un peu de notre pays par ce moyen qui est extrêmement utile pour le faire. Voilà. Donc, merci à tous. Et tout de suite, nous commençons. Il y a environ 40 minutes pour vous exposer les liminaire, c'est-à-dire ça vous donne 10 minutes pour cela. Donc, Monsieur Leclinch, vous avez immédiatement la parole. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que vous m'entendez? Oui, il faut se rapprocher. Comme ça, c'est bon? Très bien. Merci, Monsieur le Président, de cette aimable présentation et merci à Alain et aux organisateurs de me donner l'occasion de prolonger mes réflexions sur les administrations financières, réflexions commencées il y a un peu plus de 50 ans et qui, bien sûr, ne sont pas achevées et qui me permettent de vous retrouver régulièrement avec un grand plaisir. Aujourd'hui, c'est plutôt, je vais traiter donc de l'adaptation, de l'inadaptation d'ailleurs, des administrations financières au contexte, au développement de la décentralisation. Je vais traiter donc ce que Xavier Cabane a appelé hier messieurs les ronds de cuir. Si. C'est Michel Bouvier. Ah, c'est Michel. Non, excusez-moi. Non, mais. Je suis désolé. Non, mais je vous rassure, vous ne pouvez pas aborder la question, vous n'en avez pas le temps, donc c'est forcément Michel. Bon, donc c'est Michel. Ah bah oui, forcément, oui. Vous savez tous, bien sûr, que les administrations financières à l'égard des collectivités locales exercent deux catégories de métiers. La gestion budgétaire et comptable avec beaucoup de développement que vous connaissez, et puis la gestion proprement fiscale, la gestion des impôts. Alors, il y a d'autres missions, la gestion du domaine, etc., mais je crois que les deux principales, bien sûr, sont autour des impôts et du budget. Ces missions sont étaient réparties entre deux directions de l'administration des finances, la direction générale des impôts et la comptabilité publique, qui étaient séparées, qui avaient des cultures assez différentes, assez communes au point de vue interne, c'était deux maisons des finances avec toutes leurs qualités et tous leurs défauts, mais qui étaient très différentes du point de vue de leur rapport externe, notamment avec les collectivités locales. Les impôts étant un peu plus secrets, un peu plus bureaucratiques, et la comptabilité publique s'efforçant d'être plus proche de ces publics divers. Il faut aussi tenir compte des autres intervenants. Daniel a parlé tout à l'heure d'un écosystème, effectivement, les préfets qui font le contrôle budgétaire, les administrations qui interviennent dans l'assiette ou le recouvrement d'autres taxes que les impôts directs, les taxes d'urbanisme par exemple, et puis bien sûr les chambres régionales des comptes depuis 1980. Alors, c'est vrai que sur cette longue période, il y a eu des changements considérables. Ces changements, on l'a vu, sont issus soit de réformes officielles, proclamées, organisées, soit d'évolutions plus lentes, plus discrètes. Mais on constate quand même que les finances locales n'ont rarement été au centre des dispositifs de décentralisation. Souvent à la marge, un peu avant, un peu après, un peu discrètement. Mais ça n'a pas été, et c'est d'ailleurs un des problèmes, c'est que ça n'a pas été un des sujets centraux à aucun moment, ni dans l'acte 1, ni dans l'acte 2, ni etc. La question clé, bien sûr, Alain nous l'a dit dans son introduction, c'est est-ce que finalement les administrations financières, dans ces contextes, ont contribué ont soutenu, ont aidé les collectivités locales à assurer une certaine autonomie de gestion, et c'est toute la question. J'y répondrai en 3 points. Je crois d'abord qu'il y a une assez forte inertie des systèmes financiers et administratifs à l'égard des mouvements des collectivités locales. Cette inertie, qui n'est pas volontaire, enfin qui résulte un peu des structures, a
on a essayé de la corriger par de multiples tentatives d'adaptation et de modernisation dont nous avons parlé plusieurs fois déjà depuis hier. Et aujourd'hui, je crois qu'on est à la veille d'un nouveau positionnement sous peine de voir ce système s'écrouler. Alors, premièrement, l'inertie d'un système largement archaïque. Je passe rapidement sur le système fiscal, vous le connaissez, on a parlé des impôts directs locaux et aussi des impôts économiques, enfin ce qu'il en reste pour les uns et les autres, qui donc ont été gérés par d'une part la direction des impôts pour l'assiette et pour le recouvrement des impôts économiques, et par la comptabilité publique pour le recouvrement des impôts directs locaux. Et tout de suite, on rentre dans la complexité historique. Je suis un des rares fonctionnaires, enfin pas fonctionnaire, je suis plus en activité, mais enfin un des rares fonctionnaires encore invités à des tribunes à avoir établi dans ma jeunesse de la patente. Je vous prie de croire que c'était un impôt totalement pifométrique. L'inspecteur des contributions directes qui m'avait appris la patente, il m'a dit non, arrêtez, le tarif des patentes, je n'y comprends rien. Vous prenez la valeur locative, alors après, il y avait une équation assez simple, divisé par 3, multiplié par 7, etc. Et vous avez l'impôt. J'ai dit oui, c'est pas du tout. Mais ça fait rien. L'impôt est assez léger, personne ne râle, et puis ça prendrait un temps fou. Faites comme ça. Donc, j'insiste pour dire que la taxe professionnelle a été un progrès considérable, car elle était fondée sur des valeurs économiques, bon, qui ensuite se sont retrouvées un peu anti-économiques, mais au départ, c'était un progrès considérable. J'essaierai de vous raconter quelques petites anecdotes comme ça, si elles viennent. Je ne détaille pas l'archaïsme des impôts, le problème des valeurs locatives, etc. Également, dans cette période, on était encore sur le régime des subventions spécifiques. Il y avait un maquis, la tutelle s'en donnait à cœur joie. Alors, sur la gestion budgétaire et comptable, le public faisait ce qu'il pouvait. La culture de la comptabilité publique était construite sur la physionomie, la figure du trésorier rural, qui était le conseiller du maire, qui savait tout faire, etc. Évidemment, cette figure s'est trouvée relativement rapidement périmée. Et puis quand même, elle est fondée sur un principe de séparation des opérations, des ordonnateurs et des comptables, un principe de méfiance qui n'est pas tout à fait adapté à l'évolution de la gestion publique, et elle était fondée sur une responsabilité personnelle et pécuniaire extrêmement formaliste, prétendument exhaustive. Et à mon avis, l'un et l'autre ne garantissaient ni la bonne gestion, ni la sécurité juridique, et donc les évolutions sont bienvenues. Alors tout ça donnait une organisation relativement improductive, des agents répartis sur plus de 6000 postes comptabilité publique plus impôts, dont aucun n'avait l'exclusivité, enfin de compétences exclusives en matière de collectivité locale, c'est toujours une compétence accessoire. Avec des découpages qui n'étaient pas cohérents ni entre eux, ni avec les collectivités locales, avec une informatique qui était totalement bricolée, parce que, qui était devenue d'ailleurs, qui menaçait de s'écrouler dans les années 80. Et donc, voilà. Et puis, avec un phénomène assez curieux, c'est que cette prise en charge de la gestion financière des collectivités locales par l'État est encore d'ailleurs un transfert de charges inversé. Je pense que l'État assume une charge indue pour les collectivités locales. Alors à l'époque, elle était compensée par des frais de recouvrement et des frais de gestion qui ont été réduits en partie, mais c'est une charge indue dont personne ne parle. Les associations d'élus, bien sûr, évitent de se plaindre de l'administration de l'État, et l'administration de l'État conserve tout ça parce que ça permet d'assurer un certain contrôle, une certaine tutelle, etc. Mais le service collectivité locale, évalué par la Cour des comptes en 2017, représentait 14% des effectifs de la DGFiP et 17% de son budget. Donc c'est quand même une charge extrêmement lourde. Évidemment, ce n'est pas la plus moderne, ce n'est pas la plus intéressante, c'est la paperasse, etc. Voilà pour ce qui est du passé. Et donc, ce système archaïque a été très difficile à bouger parce qu'il était très peu piloté. Quand vous cherchez dans l'administration de l'État au niveau national, régional, local, vous trouvez très peu, même aujourd'hui encore, de services totalement dédiés aux collectivités locales. En fait, le système est piloté par une dizaine de personnes qui s'y connaissent, à la DGCL, à la DGFiP, au Parlement, au Comité des finances locales, mais ils ne sont pas très nombreux, ils se comprennent entre eux. Mais alors, ils font très bien l'adaptation du système. Tous les ans, ils nous trouvent des bricolages en matière de dotation, en matière de fiscalité.
Mais la réforme, elle est quasiment devenue impossible. Donc, c'est mon deuxième point, et de multiples tentatives de modernisation. Alors, je ne reviens pas sur ce qu'ont exposé Michel Bouvier, puis tout à l'heure Aurélien Boudu sur la fiscalité locale. L'administration s'est adaptée au vote des taux, à la création de la taxe professionnelle, à la réduction progressive de l'assiette de la taxe professionnelle, à la suppression de la taxe professionnelle, et son remplacement par 14 autres taxes. Et elle s'adaptera le moment venu à la suppression des impôts de production, elle sait faire le partage d'impôts, etc. Par contre, il y a des réformes fondamentales qu'elle n'a pas pu faire. Ça n'est pas un reproche fait à l'administration, parce que les réformes, elles sont plutôt de l'ordre politique. Enfin, on n'a jamais réformé réellement les bases des impôts directs locaux. Hein. Les dernières actualisations de valeur locative se sont faites sur un modèle un peu plus moderne que les précédentes révisions, mais elles restent basées sur des ouvrages, sur des évaluations, et il y aura des problèmes d'actualisation si on n'abandonne pas un jour, et on l'abandonnera inévitablement, cette assiette de valeur locale. On a laissé passer l'idée d'une taxe départementale sur le revenu en 2010, je crois. On a passé l'idée d'une taxe professionnelle reliée à la valeur ajoutée. Et on a laissé passer, enfin en 2016, la réforme de la dotation globale de fonctionnement, ces 26 paramètres. Au passage, là aussi, la globalisation des dotations a été un progrès considérable. Moi, j'ai été commissaire adjoint de la République, ça n'a pas duré longtemps ce titre, mais enfin, j'ai fait ça en 1983. Je me souviens avoir inauguré une école et j'ai entendu des discours épouvantables de la part des élus, mais vraiment, j'étais dans mes petits souliers, parce que avant, les écoles elles étaient subventionnées pour des subventions spécifiques à 15 ou 20%, et là, elles étaient subventionnées à 2%, 2% de l'ensemble des investissements des communes, mais comme c'était le seul investissement des communes, voilà, au début, ça a été un peu difficile à comprendre. Après, la globalisation des subventions, des prêts, etc., ça a été tout à fait positif, bien entendu. Alors, les services se sont adaptés à ces évolutions en faisant du conseil. Sauf que les services des finances ne sont pas tellement adaptés au conseil. Bien dire. Je vais donner deux exemples, un micro-exemple et un exemple plus fondamental. Micro-exemple, alors c'est pas très, enfin, un jour, je demande à mes services, c'était dans le Seine-Maritime, enfin, oui, Seine-Maritime, de me faire une note pour un maire qui m'avait demandé quel régime de TVA était applicable à sa piscine. Alors, il avait une piscine qui n'était pas tout à fait une piscine sportive, pas tout à fait une piscine ludique, mais un peu les deux. Résultat, alors mes auditeurs ont travaillé, ils sont allés voir même leurs collègues des impôts pour faire quelque chose d'un peu polyvalent, d'un peu profond, etc. À l'époque, on n'était pas visionné. Et ils ont sorti une note de 6 pages qu'on pourrait appeler de la TVA sur les piscines municipales. Alors, je leur ai appris à faire du conseil. Je suis allé le dimanche suivant me baigner à la piscine municipale, je l'ai bien observé, et j'ai réduit leur note à 2 pages qui correspondaient à la question la piscine municipale de Bois-Guillaume, mais non pas les piscines municipales en général. Voilà, enfin, on faisait du conseil sophistiqué, mais totalement inutilisable par les élus. Alors, autre exemple plus grave, celui-là, ce sont les emplois toxiques. C'est-à-dire qu'on a vu arriver, et les comptables l'ont vu, et l'ont dit aux trésoriers payeurs généraux, on n'y comprend plus rien. Ils empruntent à tour de bras, les charges financières baissent. Alors, quand on regarde les contrats d'emprunt, il y a des indices grands comme ça, avec du dollar, du franc suisse, etc. On voit arriver des banquiers, la Deutsche Bank, la RBS. Enfin, il se passe quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et la réponse a été rien. Surtout, ne faites rien. C'est la libre administration des collectivités locales. Donc, on avait un système de super contrôle qui, quand il y avait une question grave, et on sentait bien que c'était grave, quand il y a eu le retournement de conjoncture, on n'a pas senti, on a vu que c'était grave. Eh bien, l'instruction, c'était de ne rien faire. Moi, je dois dire que j'ai négocié avec les banques, etc. J'ai essayé d'aider les collectivités, les grandes collectivités de mon entourage qui étaient quand même dans des positions difficiles. Voilà. Dernier exemple, oui. Enfin, oui, alors pour être positif, les services se sont quand même adaptés. Et par exemple, la direction des impôts s'est mise totalement à disposition des élus pour, je crois, pour aider au vote des taux, par exemple, et aux bonnes décisions financières. Par exemple, il existe aujourd'hui un recueil des délibérations des collectivités locales, les collectivités locales qui n'ont aucun pouvoir fiscal. Le recueil des délibérations contient 110 délibérations types. Vous voyez, alors, c'est plus souvent sur des détails que sur des sujets fondamentaux, c'est vrai, mais... Et ce conseil est nécessaire. Un autre souvenir, dans le Pas-de-Calais, une petite commune avait une grosse fonderie, une fonderie qui faisait des casseroles en fonte. Il n'y en a pas 36, il y en a 2. Celle-ci donc a fermé,
Et on a recherché un repreneur, on a mis 2 ans pour le trouver, la commune a dépensé quelque argent pour faire venir la nouvelle entreprise. Et malheureusement, on a découvert que la délibération très antérieure exonérant les entreprises nouvelles d'une taxe professionnelle pendant 5 ans était toujours en vigueur. Donc la nouvelle entreprise est venue, la commune avait exposé des dépenses et elle a dû attendre 5 ans pour avoir un retour sur investissement. Évidemment, pendant 5 ans, elle était en déficit. Donc ce conseil est précieux et à l'époque, je n'avais pas su le donner. Donc service aux collectivités locales. Et puis sur le plan de l'organisation, un certain nombre de rustines, les allègements, les réorganisations du contrôle hiérarchiste, etc. Pas très bien vu par la Cour des comptes. Le partenariat entre l'ordonnateur et le comptable, bon, mais qui quand même s'organisait sur un fond de méfiance et sur le contrôle éminent des juridictions financières. La réforme de la responsabilité qui, en 2011, a abouti à un compromis qui a rendu déjà ce dispositif qui était peu efficace, en raison notamment de la remise gracieuse, je le reconnais, le système est devenu totalement illisible. Donc, alors l'organisation, pareil, on a organisé des postes spécialisés, etc. Mais enfin, tout ça un peu bricolé. Alors, en fait, plus personne n'y comprenait rien. On peut dire que le système est un véritable château de cartes et qui risque de s'écrouler. Alors, c'est mon dernier point, mais il sera bref, c'est le repositionnement indispensable. Il sera bref parce que je crois que cet après-midi, nous aurons mon collègue Samuel Barrault, le directeur régional des finances publiques, et évidemment, il parlera sans doute mieux que moi des perspectives d'avenir. Mais bon, sur l'évolution des impôts, on en a beaucoup parlé. On voit bien qu'il faut rénover totalement la fiscalité locale. Alors comment ? Par transfert d'impôts d'État, par invention de nouveaux impôts locaux. J'ai lu récemment une bonne idée sur l'idée d'impôts écologiques locaux. Peut-être que ce serait la solution pour recréer du consensus autour de la fiscalité écologique. Je ne sais pas. Enfin bon, là, on voit bien que il y a quelque chose de totalement nouveau à faire et l'administration, évidemment, est tout à fait capable de s'adapter à de nouvelles assiettes, de nouveaux systèmes. Évolution du conseil de collectivité, je pense qu'il faut maintenant un conseil plus professionnalisé, de meilleure qualité. Et si les communes ne veulent pas être conseillées, elles s'organisent. C'est-à-dire qu'il est vrai que les grandes collectivités ont des services de qualité et qu'elles n'ont pas besoin, elles ne le disent pas parce qu'elles sont très gentilles, mais elles n'ont pas toujours besoin des services de l'État pour leur parler. Par exemple, j'évoque le réseau d'alerte. On avait des réseaux d'alerte pour éviter que les communes tombent en déficit et soient compensées par l'État. Le réseau d'alerte reposait sur 4 indicateurs très sommaires qu'on examinait avec les services préfectoraux d'une manière très sommaire. Enfin, et notamment, d'ailleurs, on ne faisait pas avant un examen de qualité comptable. Si bien qu'on travaillait sur 4 indicateurs, sur des comptabilités qui n'étaient pas sincères. Bon. J'avais dans le Pas-de-Calais une commune qui faisait de la décentralisation interne. C'est-à-dire qu'elle transférait un certain nombre de charges sur le CCAS. Et son budget principal était à peu près propre. Évidemment, on pouvait faire toujours des ratios. Bon. J'ai expliqué au maire qu'il ne fallait pas faire comme ça. Et puis, dernier point, et il faudra aussi revoir le positionnement des comptables. Daniel Lamarck en a parlé tout à l'heure, le positionnement des CRC, mais aussi des comptables, avec la responsabilité unique, le compte unique, les certifications comptables. Il faut voir si on garde un expert comptable des collectivités locales un peu extérieures ou on fusionne avec un directeur financier des collectivités. Enfin, il y a des évolutions possibles. J'espère que la direction des finances publiques y travaille. Je sais que c'est un sujet qui inquiète les collègues, mais bon, je veux dire, on doit pouvoir retrouver une fonction financière et c'est ma conclusion. Je pense que ces administrations de l'État sont à la disposition des uns et des autres, et notamment des politiques. On est là pour appliquer les réformes quand elles viennent. On peut imaginer que l'administration de demain des finances sera sans doute un peu moins nombreuse. La pente est forte, il faut bien dégager des économies. Qu'elle sera, il faut l'espérer, plus au service de collectivités pour qu'elles exercent leurs responsabilités en toute indépendance et qu'elles donnent plus d'expertise. Et pour ce faire, c'est vrai que la fusion des régies financières est un progrès, que je pense qu'il faut un rapprochement beaucoup plus fort, beaucoup plus serré avec les préfectures. Il n'y a pas... Dire le contrôle budgétaire
devrait être totalement unifié. Enfin, quand on voit comment il est fait à la préfecture, enfin, il faut évidemment travailler ensemble. Et puis, la perspective qu'a ouverte Daniel sur le travail avec les chambres régionales des comptes me paraît aussi nécessaire. Merci beaucoup, Monsieur Clinch. Donc, nous verrons tout à l'heure. Des questions, j'imagine, vont surgir pour avoir quelques précisions de votre part. Merci infiniment. Donc, Vincent Dussard, mon collègue et ami, qui m'a rendu bien des services pour les jurys de thèse, que je remercie encore pour cela. Bien, merci Monsieur le Président, merci. Alors merci. Évidemment, c'est son expérience d'élu local qui va être mise en avant. Merci Alain, effectivement, pour cette invitation. Alors, l'intérêt, c'est effectivement, je vais m'affranchir d'un exposé académique, du plan de parti, de choses habituelles pour une fois. Et ça fait un peu de bien d'ailleurs. Alors, d'abord, effectivement, Alain m'a demandé d'intervenir de manière un peu une expérience qui est assez modeste, qui date maintenant depuis 2014. Je suis à la fois donc, professeur de droit public, ça vous savez tous, l'université Toulouse-Capitole, mais aussi donc premier adjoint d'une commune et aussi également vice-président en charge des finances de l'intercommunalité à laquelle notre commune apparaît. Alors, juste quelques présentations, mais ça sera très très rapide, c'est pour vous donner juste un aperçu de ce dont nous parlons et des enjeux qui viennent après. Donc, je commencerai par la communauté de communes, qui est donc la communauté de communes du Frontonnais, qui est centrée sur la ville de Fronton, connue, je le dis ici, pour le vin également, donc qui vaut. Il y a quelques châteaux qui peuvent être intéressants. Mais voilà. Mais ça veut dire une particularité, parce qu'une particularité, territoire agricole, viticole, effectivement, et qui n'est pas sans un impact, effectivement, sur le fonctionnement. Donc, nous sommes à la limite du Tarn-et-Garonne. Je réponds à la question tout à l'heure de Jean-Pierre Duprat. Effectivement, nous sommes limitrophes du département de Tarn-et-Garonne. Voilà, et nous sommes dans le nord toulousain, donc nous sommes au nord, et je profite pour corriger une erreur factuelle d'Étienne Douat, de la plus belle ville n'est pas Bordeaux mais Toulouse, c'est ce qu'il avait dit hier, effectivement. Donc nous sommes tout à fait limitrophes également de la métropole de Toulouse, également, ce qui n'est pas d'ailleurs sans difficulté, puisqu'il y a un an, notre intercommunalité, la commune de Castelnau-d'Estrétefond, a été classée en zone urbaine, dans la périphérie urbaine, ce qui a des conséquences extrêmement importantes, notamment déjà la question des logements sociaux, parce que nous passons dans l'obligation de construction des logements sociaux, ce qui veut dire pour les finances de la commune notamment, à venir, des enjeux extrêmement lourds et extrêmement importants. Alors, bon, j'ai mis quelques, mais je ne vais pas évidemment vous les lire. C'est 26 724 habitants. Ça, c'est les chiffres contenus dans le dernier rapport d'activité. Bon, 2020, on est maintenant quasiment à 27 000, un peu plus de 27 000. Voilà, 27 000 habitants. Pour la communauté. Voilà, pour la communauté de communes. Alors, avec des compétences, évidemment. Donc, ici, vous avez l'état des compétences que nous avons, des compétences obligatoires, effectivement, des compétences optionnelles, plus un certain nombre de compétences supplémentaires. Là aussi, je ne vais pas les passer en revue, mais c'est ce qui va conditionner, effectivement, la gestion quotidienne de l'intercommunalité. Et ça n'est pas simple. Nous sommes en plus une jeune intercommunalité, puisqu'elle ne date que de 2013. En réalité, par rapport à d'autres intercommunalités, parce que l'ancienne équipe municipale, avant 2014, avait eu un peu de mal à rentrer dans l'interco, considérant que ça servait à rien. Bon, c'est courant chez des élus locaux, des élus de petites communes, de dire mais je vais me faire embarquer dans quelque chose qui fonctionne, c'est un monstre, etc. Donc ça avait été compliqué. Bon, c'est fait. Et nous sommes passés en fiscalité professionnelle unique au 1er janvier 2018 seulement. Donc, ce qui veut dire qu'on a une expérience fraîche. On a mené le passage en FPU, ce qui n'a pas été simple non plus, parce qu'il a été vécu quasiment comme un hold-up par nombre d'élus, et notamment ceux de ma commune, et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant.
On a parlé, c'est le mot qui était sorti, de hold-up des autres communes sur notre certains pensaient parler de magot, voilà, carrément. Alors, la commune, c'est 6800 habitants, 130 à 150 habitants de plus tous les ans, puisque nous sommes en bordure à 25 km de Toulouse, c'est-à-dire qu'une maison mise en vente à Castelnau se vend dans les 15 jours, sans la moindre difficulté. Donc, ça vous explique le problème de démographie, qui va entraîner un problème financier derrière. Nous avons déjà 2 écoles pour une commune de 6800 habitants. Et on est en train de penser à la 3e, c'est-à-dire et à financer une 3e école. Bon. Limitrophe donc de la métropole avec. Alors, on a aussi ce qu'on appelle pôle multimodal, notamment en termes de transport, puisque nous avons une gare entre Toulouse et Montauban. Tous les trains TER s'arrêtent maintenant, c'est-à-dire tendance à devenir, je ne dis pas une banlieue dortoir, parce que les élus ont fait tout pour que ça n'arrive pas, mais il y a un effet dans ce sens-là. Et commune qui est désormais la plus peuplée de la communauté de communes, c'est-à-dire qui a dépassé Fronton, c'est-à-dire que si aujourd'hui on faisait la répartition, c'est nous qui serions logiquement chef. Bon, on n'est plus chef-lieu de canton puisqu'on a fusionné aussi les cantons. C'est le canton on appartient à un canton de Villemur-sur-Tarn, qui est un peu plus une commune à peine plus grande que nous d'ailleurs. Voilà. Mais nous avons une particularité, c'est une zone logistique assez importante. Alors j'ai mis des photos pour vous montrer la zone logistique. Vous avez le bas, le haut, c'est l'ancien Castelnau. La mairie date de 1900. C'était à l'époque 300 habitants. Donc voilà, c'est le long du canal latéral à la Garonne. J'aurais pu venir en péniche jusqu'à Bordeaux. Enfin, il faut s'arrêter à Langon après prendre une navette fluviale, mais voilà. Ce qui est intéressant et important, c'est surtout ce que vous voyez en bas, c'est-à-dire la zone logistique que nous avons, qui a fait de notre commune une commune. Alors, on ne le dit pas, il ne faut pas le dire, mais je vais le dire quand même, riche. Pourquoi on ne le dit pas? Parce que dès lors qu'on dit riche, on croit que tout est possible, évidemment. Bon, et donc la gestion quotidienne s'en ressent. Alors, à partir de là, nous sommes dans une interco de 10 communes, avec 3 communes plutôt riches, notamment les 2 qui gèrent cette zone logistique, cette grande zone logistique que vous avez sous les yeux. Donc, on est beaucoup plus riche en réalité que les autres. On avait des ressources fiscales importantes. Je dis bien on avait, puisqu'on est passé en fiscalité professionnelle unique. Gérée maintenant par l'Interco, puisque toutes les zones d'activité économique sont passées de manière obligatoire au niveau intercommunal. Voilà. Alors, c'est là où les problèmes ont commencé, évidemment, parce qu'on a des dissensions. Amical, ce n'est pas la guerre, hein, je le dis honnêtement, mais c'est la question de la solidarité à l'intérieur de la communauté de communes. Il y a une revendication, puisque nous avons 2 communes, notamment une commune de 200 habitants. Bon, nous avons des communes qui sont en difficulté financière, et alors là, on touche la décentralisation financière, on touche des choses tout à fait extraordinaires. C'est par exemple, quand on a fait la FPU, tout le monde est devenu riche, enfin pour les statistiques. Ce qui fait que les 2 communes les plus pauvres, par exemple, ont perdu leur dotation de solidarité rurale cible. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, on va leur compenser. Donc, comment on a fait? On a modifié les attributions de compensation. Vous connaissez le système des attributions de compensation qui consiste, quand on passe en fiscalité professionnelle unique, en fait, les communes récupèrent ce qu'elles ont donné à l'heure du passage, le montant exact. Il n'est pas indexé, voilà. Et donc, on a fait ça. Et donc, la DSR cible, eh bien, ces 2 communes l'avaient perdu. L'année suivante, l'une regagne la DSR cible. Alors là, je dis, tiens, c'est bizarre, pourquoi? Alors, nous avons, je profite pour rebondir sur l'exposé de Michel, nous avons en fait maintenant un conseiller ce qu'on appelle le conseiller aux décideurs locaux. Nous avons maintenant un agent de la DGFiP spécialement chargé de nous conseiller en lieu et place du comptable public, qui d'ailleurs chez nous est quelqu'un de tout à fait compétent. Compétent, je vais poser la question, je lui dis mais pourquoi la commune a regagné sa DSR cible? Pourquoi elle l'avait perdue et pourquoi il me dit figurez-vous que j'en sais rien. Je me suis penché sur la question, je n'ai pas trouvé, parce qu'on lui a posé la question par écrit, il me dit on ne comprend pas au niveau. Alors, je ne dis pas c'est facile de faire un effet un peu comique en disant que la DGFiP ne sait pas, mais je crois que le système de dotation est maintenant tellement
absconse tellement complexe que même la DGFiP ne sait pas le... Voilà, donc on gère ça. Bon, alors, c'est la question de la solidarité. Comment on fait? Est-ce qu'on touche aux attributions de compensation? Ça vaut mieux pas. Parce que là, c'est Robin des Bois. Robin des Bois, vous savez, il prend aux riches pour donner aux pauvres. Or, toucher aux AC, c'est mettre le feu à l'intercommunalité. C'est-à-dire que les pauvres disent on va prendre aux riches et voilà. Et là, les riches disent bah alors non, mais nous on veut plus. Et là, c'est la guerre. Donc on a dit les AC, on n'y touche pas. On va faire tenter du FPIC dérogatoire, effectivement, des attributions dérogatoires. On verra ce que ça donne. C'est plutôt bien parti. Bon, il y a une résistance de la 3e commune qui ne veut pas. Il me dit mon conseil n'est pas d'accord pour partager. Bon, enfin, ou pour ne pas payer, c'est plus de cette logique-là. Bon, alors, j'allais dire, j'ai pris déjà cet exemple, mais il y en a bien d'autres. Alors, la vie d'élu local, alors surtout quand on est prof de finances publiques, on arrive plein de principes. Alors là, ça a été un peu la douche froide. Non, et surtout, la première chose qu'on se dit, c'est que je l'avais écrit dans l'article, Michel m'avait demandé d'écrire pour la revue GFP sur l'expérience, c'est que, heureusement, on n'a pas besoin d'être compétent en finances locales pour être élu. C'est la démocratie. Mais quand un maire se retrouve face aux règles financières, et ce n'est pas de la démagogie de dire ça, et c'est d'une complexité absolument repoussante pour certains. Et il se débrouille, et on ne soulignera pas jamais assez, je pense, le rôle notamment des DGS. Je ne parle pas, moi je ne suis pas dans une grande commune, je ne parle pas des DGS sortis, pas qu'ils ne sont pas administrateurs territoriaux, mais des DGS, j'allais dire, comme nous on a un DGS, bon, ancien des impôts d'ailleurs, passé par les impôts. Bon, ce sont des gens d'une compétence qui est souvent très largement sous-estimée, qui arrivent à en partie comprendre. Mais pour un élu, c'est vraiment d'une complexité. Bon, alors, Alain m'a demandé de parler d'adaptation. Juste quelques idées très rapides. D'abord, il y a des adaptations, c'est permanent. Alors, il y a l'adaptation, j'allais dire d'abord au contexte juridique, totalement changeant. Alors, c'est... Moi, j'enseigne le droit fiscal aussi. Alors maintenant, le mois de janvier est un enfer. Fin décembre, janvier, entre les lois de finances, les mises à jour en droit fiscal et les mises à jour en finances locales, c'est l'enfer. Dante, vous qui entrez ici, perdez toute espérance, et on regrette de ne pas avoir fait histoire du droit à ce moment-là. Mais bon, c'est quand même là aussi, c'est une adaptation permanente, complexe, c'est-à-dire, alors certes, il y a de nombreux outils de formation. On a l'agence technique départementale de Haute-Garonne, enfin Généry, maintenant conseil de Haute-Garonne qui nous aide, etc. Mais là aussi, les élus sont quand même un peu en difficulté pour appréhender. Aurélien parlait du coco. J'ai tenté d'expliquer le coco, le coefficient correcteur en conseil. Bon, je les ai perdus au bout de 5 minutes. Mais encore 5 minutes, je suis gentil. Et oui, mais là, ce n'est pas satisfaisant intellectuellement. Pourquoi ce n'est pas satisfaisant? Parce qu'on impose des mécanismes que peu de monde comprend finalement, en réalité. Alors, il y a l'adaptation également des élus, j'allais dire, au contexte politique. Là, 2014, j'ai connu, c'est mon 2e mandat, 2014, Interco était constitué d'une certaine manière, des changements d'équipe, ce qui est normal. Bon. Et là, il faut tout recommencer à zéro. L'explication, notamment la FPU, les deux équipes sont arrivées en disant mais il faudrait mieux partager que ce qu'ont fait nos prédécesseurs, c'est-à-dire tout remettre sur le... Alors, bon, mais c'est normal, c'est la démocratie. Voilà. Bon, nous, on a la chance, on n'a pas d'affrontement, on est sur 10 communes, on n'a pas gauche-droite ou centre maintenant, on est encore relativement préservé d'un affrontement. Voilà, on est plutôt... L'Interco est plutôt apolitique. Nous, alors oui, moi je suis commune, j'allais dire, on est sans étiquette politique aussi, ce qui n'est pas forcément simple dans un département, le département de la Haute-Garonne, qui est très marqué, effectivement, politiquement d'un côté. Nous, on essaye d'être sans étiquette. Je fais remarquer que la préfecture refuse d'enregistrer les sans étiquettes. Et en 2014 et en 2020, ils ont refusé. C'est divers droite ou divers gauche, mais c'est pas, ça ne peut pas être. Ça n'existe pas. Bon, ça c'est une remarque. Bon, l'adaptation au millefeuille. Alors là, oui, enfin c'est facile là aussi. Tout le monde le dit, tout le monde en parle. Mais on travaille avec la région, le département, les autres communes. Et puis il y a le reste. Parce que le reste, on l'oublie. Les PETR, pôles d'équilibre territoriaux et ruraux, qui en Occitanie gèrent les aides européennes.
enfin, qui sont en charge de la gestion des fonds européens. Le SCOT, les schémas de cohérence territoriale, qui en urbanisme sont très importants et qui ont des conséquences, par exemple, sur les taxes d'aménagement partant. Bon. Et puis, la multitude de syndicats mixtes. Nous, on a un syndicat d'électricité de Haute-Garonne qui a un monopole sur l'installation électrique. Bon, moi, quand on fait, je dis je, pardon, c'est travail collectif, mais quand avec l'adjoint, on fait les travaux d'électricité, si c'est le domaine public, c'est le syndicat départemental de Haute-Garonne qui est plus cher, évidemment. Donc, comment faire? On essaie de voir si on ne peut pas renégocier. Mais comme ils nous subventionnent, ils payent et ils nous subventionnent en même temps. Alors, c'est d'une complexité là aussi. Bon. Alors, il y a ça, il y a l'eau, il y a toute une série de... Et ça, on oublie, on parle souvent de cumul des mandats. Moi, je crois que pour certains élus, je dis bien certains élus, ce n'est pas mon cas, mais certains élus, c'est le problème du cumul des fonctions. Parce qu'il y a des fonctions qui sont cumulées qu'on ne voit pas, hein. Parce que vous pouvez être président d'un syndicat mixte, de plusieurs, ça ne se voit pas nécessairement. Et ça, à mon avis, il y a un souci. L'adaptation au réel. Je vais vous donner un exemple concret. Là, on gère un problème compliqué, qui est le problème et que tous les élus locaux connaissent. Je vais dire de France, c'est le problème des gens du voyage. Compétences, chez nous, donc compétences intercommunales. On est en train de réaliser une aire. Ça, c'est le temps long. Sauf que le temps court, c'est l'installation sauvage des gens du voyage. C'est d'une complexité, là aussi, repoussante. C'est-à-dire, on ne peut pas faire l'État dans une situation où il nous force, en fait, à accueillir. Il vous faudrait des terrains universitaires. Non, mais ils prennent les parkings des stades de foot, ça va très bien. Là, on a réussi à en faire expulser et ils viennent de nous dire bah, pour vous punir, on va vous ramener 400 caravanes. Donc, on les attend. Bon, enfin, bref. Financièrement, ça veut dire quoi? Bah, qu'il faut qu'on mette de l'argent au niveau de l'Interco pour financer les terrains. Et là aussi, temps long, parce que le temps, on pense toutes les procédures, c'est compliqué. L'adaptation, alors il y a aussi, par exemple, une autre question qu'on a eu à gérer, c'est la question de la mobilité. Vous savez peut-être qu'il y avait la loi LOM, ouvert la possibilité aux intercommunalités de prendre la compétence mobilité. Sauf que la région Occitanie a dit, enfin elle n'a pas dit, nous l'a fait sentir. Parce que les grandes collectivités ont un pouvoir de suggestion qu'on comprend vite quand on est une petite collectivité ou une petite interco. Ben non, ne la prenez pas. On ne souhaite pas que vous la preniez. C'est des enjeux financiers, ça aussi. Pourquoi? Ben parce que notre fameuse zone, là, que vous avez toujours sous les yeux, eh ben, elle est mal desservie en transport. Il y a des gens, les entreprises, alors c'est du travail logistique, des gens qui travaillent à 3h, 4h du matin, qui commencent très tôt, il n'y a pas de moyen de transport. Nous, on veut créer un système de transport. Il faut négocier avec la région. Et là aussi, financièrement, c'est compliqué. Même si, bon, avec la région, ça se passe plutôt bien. Voilà, je termine. Ben, j'ai fini quasiment. Alors, dernière caractéristique, je fais un petit clin d'œil, c'était Castelnau d'Estrétophone, commune très particulière, puisque nous avons été choisis par la DGFiP. Nous sommes la seule commune de Haute-Garonne qui a été choisie pour tester la présentation de la synthèse de la qualité des comptes, en quelque sorte. C'est une série d'expérimentations en ce moment. Donc, on a été choisis pour ça. On était très contents. Ils ont reconnu qu'on était voilà, plutôt performants. Voilà. Et je termine juste sur les chiffres. Voilà les chiffres. Je ne vais pas parler beaucoup de chiffres. C'est les chiffres qu'on gère, effectivement, avec un budget. Donc, on a dans le budget de CCF 3 budgets. Un budget principal, évidemment, un budget des collectes des déchets, valorisation, et un truc absolument merveilleux que j'ai découvert, auquel j'ai encore du mal à comprendre, c'est les budgets zones d'activité économique, qui sont des budgets déficitaires, parce que moi j'explique à mes étudiants qu'un budget ne peut pas être en déficit, mais on les vote systématiquement en déficit, parce que c'est des budgets de flux. Alors ça, c'est des choses qu'on découvre en réalité. Moi, j'avoue, j'ai découvert. Voilà. Bon. Donc, des sommes, certes pas très importantes, mais qui, évidemment, font rivière, comme on dit parfois. Voilà. Donc, mon expérience, alors, il y aura des dizaines d'autres choses à raconter, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours très simple. C'est emballant, c'est vrai, mais ce n'est pas toujours très simple. Pardon d'avoir été un peu... Non, mais merci beaucoup, au contraire. Voilà.
Donc, maintenant, nous allons passer à une institution qui a été déjà abordée en quelque sorte par l'évocation des mutations en cours. Et donc, nous allons compter sur Monsieur le Président Serre pour nous éclairer sur le sens qu'il perçoit à ces évolutions. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je ne sais pas si on m'entend, ou s'il faut que je parle plus près encore. Je finis par gober le micro. En tout cas, merci déjà à la Société des Français des finances publiques et à l'Université de Bordeaux d'inviter finalement un praticien dans ce cénacle pour un sujet de séminaire qui est évidemment nous est passionnant à titre institutionnel et aussi personnel. L'an dernier, les sujets de séminaire aussi étaient passionnants puisqu'ils portaient sur les juridictions financières, donc c'était tout aussi bien. Et de toute façon, nous sommes complètement en phase avec la propre réflexion des juridictions financières, puisque, vous le savez sans doute, nous allons publier l'an prochain un rapport public annuel de la Cour des comptes qui porte sur l'ensemble des travaux des juridictions financières et qui va essayer de donner la parole des juridictions financières sur les 40 ans de la décentralisation. Donc ce sera intéressant d'avoir cet acteur singulier-là, qui est un acteur juridictionnel, mais pas seulement, je vais y revenir, pour parler de cela. Alors, l'adaptation des finances locales, je vais essayer de vous faire part peut-être de quelques ressentis de la part d'une chambre en action, sans forcément revenir sur ce que Daniel Lamarck a déjà dit avec éloquence sur la réforme, et dire la place, le ressenti de la Chambre par rapport à trois ordres de préoccupation. Le premier, et c'était aussi une question de votre part, monsieur le professeur, le premier, c'est probablement de nous voir en tant que juridiction financière, pas seulement Chambre régionale des comptes, comme un instrument vraiment au service d'une grande, on pourrait dire une grande cause nationale, mais d'une grande aspiration qui est la transparence. Nous sommes une juridiction, nous sommes un juge, nous sommes une institution juridique, mais nous ne sommes pas que ça, plus que ça, et nous essayons de rentrer depuis de longue date bien sûr, dans quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'intervention dans le débat public, la vérité de l'information sur l'action publique, et pas uniquement sa régularité. Bien sûr, nous n'abandonnons pas pour autant notre rôle séculaire qui est, pour les chambres régionales des comptes qui ont été fondées dès le Moyen-Âge, d'être un outil de contrôle et de sanction. Mais force est de constater que notre métier, le métier principal de la Chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui, c'est d'éclairer en fait, d'éclairer les gestionnaires publics sur l'action et puis aussi et surtout le citoyen, en répondant aussi à cette espèce de promesse ou de principe qui a été inséré dès la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens dans les articles 14 et 15 que vous connaissez, qui insère ce droit du citoyen à constater la nécessité de l'impôt, à suivre l'exécution des dépenses publiques, à avoir des comptes rendus de la part de l'administration sur la gestion publique, qui sont des droits pour lesquels tout un ensemble d'institutions ont été mises en place, mais en particulier qui ont constitué le pain quotidien, je dirais, des juridictions financières dans leur ensemble depuis longtemps. Et quand on regarde la façon dont la réponse à cet impératif de transparence et cette attente de transparence s'est mise en place, on peut constater que les juridictions financières ont vu leur champ croître. Et je pense qu'il va continuer de le faire. Depuis des dizaines d'années, on ne peut qu'être frappé par le fait que la Cour des comptes, plus tard les chambres régionales des comptes, qui au départ étaient des outils de contrôle des personnes publiques, des collectivités publiques, ont vu arriver la compétence sur le contrôle de la sécurité sociale, sur le contrôle des entreprises publiques, sur le contrôle des associations faisant appel à la générosité publique, sur le contrôle des institutions privées de santé et médico-sociales. Également, ce qui a été évoqué hier dans la première matinée, toute une ouverture à des données sur l'action publique qui n'existait pas auparavant, et donc une espèce de champ d'action en croissance,
confiée par le législateur, bien évidemment. Ce n'est pas nous qui croissons, c'est la loi qui nous donne des missions supplémentaires, probablement, certainement, pour répondre à cette exigence croissante de transparence. Au fond, tout se passe comme si, lorsque le gouvernement ou le Parlement avait envie de jeter un peu plus de lumière et d'apporter un peu plus de garantie sur une action en train de se faire, il rencontrait forcément sur le chemin de sa pensée les juridictions financières pour lui donner plus de compétences. Est-ce que ça va s'arrêter? Sans doute pas. J'ai un exemple en tête assez récent qui sont les EHPAD. Alors, nous contrôlons les EHPAD. Les juridictions financières contrôlent les EHPAD, mais nous contrôlons une partie des EHPAD. Or, il ne vous aura pas échappé que l'efficacité des EHPAD, voire parfois l'humanité des EHPAD, a fait l'objet d'un certain nombre de critiques en début d'année, à la fois sur le plan médical, sur le plan de la qualité de l'hébergement, et même d'ailleurs sur le plan de la régularité financière et de possibles malversations. Bon. À un moment donné, alors la Cour des comptes a eu aussi, alors c'est le hasard en fait, c'est le hasard éditorial, la Cour des comptes sortait à ce moment-là un rapport sur les EHPAD. Et donc évidemment la question est tout de suite arrivée en disant mais est-ce que la Cour des comptes pouvait anticiper, regarder un peu ces critiques parfois extrêmement cruelles qui ont été portées sur certains EHPAD, y compris des EHPAD de Nouvelle-Aquitaine. Et la réponse était non, car jusqu'ici, s'il y avait un certain nombre de financements publics des EHPAD qui pouvaient être contrôlés, l'entièreté du fonctionnement des EHPAD ne peut pas l'être, car c'est toujours du domaine du privé. Et le rapport entre l'EHPAD établissement et l'ensemble des réseaux nationaux d'EHPAD ne peut pas l'être non plus, parce que ça échappe au champ de compétences de la Cour des comptes. Que croit-on qu'il arrivera dans les années à venir? Peut-être qu'un jour, c'est une hypothèse, le législateur se dira, au fond, on a peut-être un trou dans la raquette, et ce trou dans la raquette, il pourrait être comblé par la juridiction financière pour aller regarder effectivement tout ce qui est en train de se passer dans des institutions médico-sociales qui sont évidemment d'un intérêt public majeur, y compris en moyenne d'âge augmente. Donc voilà, ce sujet-là de l'aspiration de transparence et du fait que les juridictions financières sont là, se trouvent là, pour répondre à ce besoin, il est très frappant. Et en interne, il s'accompagne aussi, au-delà de l'extension du champ de notre compétence, par l'extension de ce que nous essayons de faire avec plus de produits pour atteindre davantage, plus de public dans ce que nous publions. Le sujet de l'évaluation des politiques publiques, bien sûr, qui est à la fois neuf, à la fois pas neuf, je ne reviens pas sur ce qu'a dit Daniel Lamarque, mais qui fait partie de ce qui nous est assigné pour essayer d'avoir plus d'impact sur ce que nous publions et sur notre appréhension de la gestion publique. Plus de publications aussi, par exemple, il faut savoir que la Cour des comptes ne publiait pas tout. Elle a décidé l'an dernier de se mettre à tout publier pour être, encore une fois, au diapason de cette attente de transparence et de ce besoin citoyen. Deuxième ressenti par rapport aux évolutions en cours, on a parfois l'impression que dans les différentes discussions qu'on a eues hier, aujourd'hui, toutes passionnantes, on a parfois l'impression, si on écoute ça d'une oreille distraite, qu'on est face à un match, qu'on est en train finalement d'assister à une forme de compétition entre collectivités publiques pour une captation de ressources, qu'on est en train de regarder une sorte de rivalité ou de village gaulois incessant qui, avec une sorte de rivalité, voire une question de l'équité des financements entre les collectivités publiques. Et ce sujet-là, par rapport aux juridictions financières, il faut être relativement clair. Nous ne sommes pas le juge administratif, nous ne sommes pas le juge constitutionnel, et ce sujet-là nous est relativement étranger. En réalité, nous sommes neutres en tant que juridiction financière par rapport à ces sujets de répartition, par rapport à ces sujets de catégorie de recettes. Alors nous les regardons, je vais y revenir tout de suite, mais il y a quand même une forme de neutralité parce que nos missions ont deux priorités très supérieures dans ce qui guide notre action au quotidien, et qui sont d'un côté de veiller à la probité de l'action publique. Ça, c'est une mission qui nous est confiée, et ça, c'est aussi une mission qui fait l'objet d'une préoccupation constante du citoyen. Le fait que, à travers tout cet argent public, les masses qui ont été évoquées sont évidemment impressionnantes. Le citoyen, vous et moi, est éminemment préoccupé par le fait que ces deniers publics ne fassent pas l'objet de captation privée.
Et puis le deuxième ordre de préoccupation, c'est l'efficacité de l'action publique, c'est-à-dire que ces dépenses-là n'aillent pas vers à fond perdu pour, par exemple, on a certaines communes littorales, alors je ne dirais pas que c'est à fond perdu, mais je suis un peu taquin, certaines communes littorales qui rajoutent du sable sur la plage. Bon, le sable sur la plage, c'est bien, mais le sable sur la plage, il s'en va. Et donc, ensuite, on le rajoute. Alors on peut dire, est-ce que c'est une bonne dépense, est-ce que c'est une mauvaise dépense? On a lancé un certain nombre de contrôles en Nouvelle-Aquitaine sur le trait de côte pour voir si effectivement c'est une bonne dépense ou pas. En tout cas, le risque qui est aussi perçu par le citoyen et que nous regardons avec une très grande attention, c'est le risque de la dilapidation, c'est le risque de la dépense inefficace. Donc ces deux ordres de préoccupation, la probité, l'efficacité de l'action publique, sont pour nous d'un degré de priorité bien supérieur à celui de la répartition, la chamaillerie, parfois les chicanes entre collectivités publiques. Ce qui ne veut pas dire que, d'ailleurs, il y a, je crois que c'est le professeur Pariante qui en a parlé hier, et puis également ce matin sur les garanties, la sophistication des mécanismes de compensation est quand même un garant depuis toujours, depuis plus de 40 ans, du bon niveau de ressources de chacun, même si on peut le discuter dans tout un cas d'exemple particulier. Au fond, ce qui nous préoccupe, ça a toujours été le cas, c'est le bon emploi des deniers publics et la bonne efficacité d'un gestionnaire qui, pour le dire familièrement, fait avec ce qu'il a. Et est-ce qu'il fait bien, est-ce qu'il fait mal? C'est tout notre sujet. Pour autant, une fois que nous sommes préoccupés de l'efficacité de l'action publique, nous sommes quand même préoccupés par l'efficacité des relations des collectivités entre elles. Nous avons parlé des enquêtes communes. Il y a beaucoup d'enquêtes communes entre la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes qui permettent d'aborder des actions publiques partagées, des politiques publiques partagées de manière beaucoup plus pertinente dans ce que nous disons. Nous avons sorti, par exemple, l'an dernier, une enquête plutôt bien faite sur les algues vertes en Bretagne, la prolifération des algues vertes en Bretagne, donc une analyse assez serrée, complète, sur l'ensemble de l'activité plutôt coopérative des collectivités entre elles, que ce soit l'État, que ce soit les collectivités territoriales, tout cela aboutissant d'ailleurs plutôt à une inefficacité, bien sûr, puisque les algues vertes continuent de proliférer malgré un certain nombre de mesures qui ont été prises, qui sont soit non appliquées, soit insuffisantes. Donc nous regardons cette efficacité de la coopération des collectivités entre elles, nous regardons bien sûr ce qui se passe dans l'intercommunalité avec l'idée quand même de se dire une gestion efficace sera aussi une gestion qui aura la bonne ressource face à la charge qui a été transférée, bien évidemment. Nous ne sommes pas indifférents à cela. Mais pour ce qui serait d'une espèce de rivalité théorique, il faut quand même bien dire que les juridictions financières ne sont pas et ne seront pas la championne des communes, ou la championne de l'État, ou la championne des départements. Nous sommes les champions de personne. Nous regardons les choses en équité sur l'efficacité de la gestion publique, et notre but est d'abord de dire ce qui se passe plutôt qu'autre chose. Et enfin, en termes d'adaptation à un troisième ressenti, qu'on a d'ailleurs que M. Dussart a commencé à évoquer, je rebondis, une adaptation qui ne s'est pas forcément faite, c'est quand même le millefeuille territorial, c'est quand même l'émiettement territorial. Moi, je voudrais vous donner deux chiffres depuis la Chambre régionale des comptes. Le premier, c'est 8000. 8000, j'ai face à moi, dans mon ressort, plus de 8000 acteurs publics. Je vais vous dire, c'est trop. J'ai 8000 acteurs publics, je peux publier, parce que je suis une chambre productive, c'est pas moi qui le dis, c'est les comparaisons statistiques, je peux publier à peu près 80 rapports par an. Donc peut-être 1%. Donc peut-être dans 100 ans, si je suis encore là, j'aurais couvert la totalité du ressort. Ça ne va pas. 8000, c'est trop. Il y a quelque chose qui n'est pas allé jusqu'au bout et qui, par ailleurs, se présente à nous annuellement, puisque annuellement, il faut que nous choisissions que programmer sur nos travaux. Si vous permettez, Monsieur le Président, au plan national, c'est environ 93 700 comptes qui sont concernés, donc c'est pas mal. Je continue avec mon deuxième chiffre. Mon deuxième chiffre, c'est 7, un facteur 7. Le facteur 7, c'est entre quoi et quoi? C'est entre les intercommunalités et les syndicats. Il y a 7 fois plus de syndicats que d'intercommunalités au niveau national. Il y a 9000 syndicats, syndicats mixtes, syndicats intercommunaux, SIVU, SIVOM, et il y a 1200 intercommunalités. Donc,
quand on réfléchit, la plupart du temps, on réfléchit au millefeuille avec cette idée de dire, bon, il y a 4 niveaux, certaines lois de décentralisation avaient des grandes ambitions d'enlever un niveau, 4 niveaux, intercommunalité, commune, département, région, bon, tout ça c'est trop. Non, 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 pas du tout. Il y a un niveau dont on ne parle jamais, un 5e niveau, ou un 5e, 6e, 7e, enfin ça dépend comment on veut voir les choses, qui est 7 fois plus important que les intercommunalités qu'on a tenté de rationaliser. Donc, tout cela pour dire que, à mon avis, ce millefeuille-là, il est un sujet en soi. C'est un sujet aussi par l'hétérogénéité de chaque strate. Il y a des communes à 6 800 habitants, comme on l'a vu. Il y a des communes à moins de 500. Il y a des communes à 200 000. On est en train de parler de choses qui n'arrivent pas à s'engrainer les unes entre les autres. On a parfois l'impression que le législateur, par une espèce de pulsion environnementale, a voulu préserver de la biodiversité. Non, il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette organisation institutionnelle où l'adaptation ne s'est pas faite complètement, à mon sens. Et je pense que ça a 2 conséquences. La première, c'est que il y a une conséquence évidemment sur l'efficacité de l'action publique. Daniel Lamarck parlait à juste titre de la multiplicité des autorités légitimes. Oui, tout le monde est légitime, mais il y a un moment donné, la multiplicité produit en fait une inaction ou une inefficacité. Et en particulier par rapport aux défis de la transition écologique à venir, qui sont des défis absolument majeurs, qui sont des défis structurants, peut-être insoutenables d'ailleurs. On aura un besoin encore accru d'efficacité, d'attente du citoyen. Et puis, probablement aussi un impact sur l'adhésion du citoyen et de l'électeur. Le citoyen, l'électeur, a boudé les élections sur les régions, les départements, parce qu'il ne comprend plus ce qu'est une région et un département, probablement. Peut-être d'autres facteurs, bien sûr, je schématise un peu. Ce schéma-là est en train, je pense, d'arriver peut-être à une fin de vie. Et l'adaptation qui a été menée avec un ensemble de lois de décentralisation qui avaient des ambitions n'est peut-être pas allée assez loin. Il me semble que ce sujet-là est forcément à prendre en compte lorsqu'on parle finances locales et lorsqu'on parle autonomie financière. Merci beaucoup. Voilà, donc ça, c'est un complément très, très, très utile que vous venez de nous apporter. Et je vous remercie beaucoup de l'avoir fait parce que ça me permet comme ça de connaître de plus près ce que vous vivez de l'intérieur et que forcément nous ne pouvons pas toujours bien appréhender. Voilà, merci beaucoup. Et donc maintenant, il est grand temps de nous promener un petit peu pour nous reposer, pour nous délasser. Et c'est le propos donc va retenir Monsieur Calmette quand il va nous parler du problème des routes, des communications. Nous avons vu d'ailleurs que c'est un problème central, même sous d'autres aspects que la route au sens strict, avec Vincent Dussart. Et donc, de ce point de vue, vous n'avez pas à vous interroger, vous êtes pleinement dans le sujet, dans la matière. Tout va bien. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je veux remercier évidemment Alain Pariente pour son accueil très chaleureux et également lui dire que j'étais assez impressionné par le séminaire de recherche d'hier matin qui s'est réalisé. Et je trouve que c'est vraiment très simple pour notre université. C'est une vision un petit peu moderne de l'université de faire des programmes avec des acteurs institutionnels et donner une vision aussi pratique des finances publiques, et j'ai été vraiment assez impressionné par le travail qu'il est en train de faire avec d'autres sur les chiffres et l'utilisation pratique de ces chiffres. Donc, je vais parler effectivement des routes non concédées et un petit peu aussi des autoroutes non concédées, puisque l'article 38 de la loi 3DS, assez connu, de février 2022, permet donc le transfert de certaines routes nationales non concédées, ainsi que quelques tronçons autoroutiers à certaines collectivités ou certains groupements qui seraient volontaires. Cet article 38, donc, qui prévoit également que les départements, les métropoles intéressés délibèrent depuis d'ailleurs mars 2022 et vont transmettre
au préfet de région les candidats qui seraient aptes à pouvoir bénéficier de ce transfert de propriété à titre gratuit en prévoyant également un arrêté préfectoral qui va valider donc ce choix. Il y a également, ça c'est une nouveauté, une expérimentation qui va se faire également au niveau des régions pour une durée de 8 ans pour les mêmes voies à travers une convention. Mais ce n'est pas l'article 38 de la loi 3DS qui prévoit cela, mais l'article 40 de cette même loi. Ici, ça sera le ministère chargé des Transports qui va également valider ce choix. Alors, vous pouvez retrouver sur Légifrance un autre décret du 30 mars 2022 qui fixe les voies concernées, voies routières non concédées nationales et également non concédées. Et à ce titre, d'ailleurs, s'agissant des autoroutes, eh bien, la deuxième plus belle ville de France est concernée puisque Bordeaux Métropole donc est concernée avec la 62 et la 63. Mais si vous permettez, M. Calmette, pour introduire un peu de relations pacifiques, la comparaison n'est pas vraiment tout à fait possible. Parce que d'un côté, le matériau de construction, c'est la pierre, de l'autre, c'est la brique. Donc, voilà. Et la différence essentielle, elle est là, d'ailleurs. Merci. Alors, pour revenir à la thématique de cette journée, on pourrait parler plutôt pour les routes nationales non concédées d'une certaine forme de continuité, et non pas de mutation ici, puisque vous savez qu'il y a eu d'autres étapes liées à cette décentralisation en matière de routes, qui est donc intervenue en 1972, figurez-vous, à hauteur de 55 000 kilomètres de routes, donc, puis en 2006, avec 18 000 kilomètres de routes supplémentaires. Et d'ailleurs, à ce titre, s'agissant des routes, la seule mutation qui pourrait y avoir lieu, mais sans mauvais jeu de mots, mutation domaniale, puisqu'il va y avoir désormais, contrairement à certains arrêts bien connus des étudiants, bon, malheureusement, il y en a assez peu dans la salle aujourd'hui, il faut saluer d'ailleurs la présence des rares étudiantes qui sont présentes, un arrêt très connu du cours de droit administratif des biens et du droit des propriétés publiques, qui interdisait justement au département de mettre en place des radars pour bénéficier de redevances domaniales, puisque les collectivités ont également des problèmes financiers. Et donc, plusieurs arrêts avaient dit que ça relevait d'une politique publique nationale voilà, liée au contrôle justement des voitures. Et donc là, il va vraiment avoir, là pour le coup, une mutation s'agissant donc des routes non concédées. Le terme donc de transformation serait certainement plus adéquate pour les autoroutes non concédées, puisque ça, c'est une nouveauté. Et à ce titre, moi, j'évoquais dans mon livre le fait que peut-être, même si nous sommes un pays, une décentralisation très particulière à la française, qui est incomparable avec d'autres pays européens, je me demandais d'ailleurs si la décentralisation ne pouvait pas constituer une troisième voie, sans mauvais jeu de mots là encore, entre le système concessif et la nationalisation. Mais attention, ici, les transferts de compétences ne concerneraient là encore que des autoroutes non concédées. Alors, un petit rappel quand même s'agissant de ces autoroutes non concédées. En 2020, on estimait à 12 000 kilomètres le réseau national non concédé et le réseau d'autoroutes concédées dont on parle beaucoup de manière assez polémique en France. Il y a eu aussi un colloque au Sénat qui a été réalisé là-dessus pour savoir ce qu'il fallait faire après la fin des concessions. Pour cet autre réseau donc concédé, il y a 9 000 kilomètres actuellement d'autoroutes concédées. Alors, les autoroutes non concédées, par définition, appartiennent à l'État. Et il s'agit d'autoroutes, donc évidemment sans péage. Et leur nom commence par la lettre A. Donc, vous pouvez trouver toutes les autoroutes qui sont concernées dans le cadre de ce décret. Exemple de l'A31, par exemple. Et pour Bordeaux, donc, ou plus exactement la métropole de Bordeaux, les autoroutes A62 et A63. Et donc, ces autoroutes non concédées, pour l'instant,
sont gérées comme les routes nationales, figurez-vous, par les directions interdépartementales des routes. Et le principal donc, enjeu dans l'attribution des autoroutes non concédées concerne avant tout l'Île-de-France, puisqu'il y a des négociations très âpres qui sont réalisées en ce moment entre la région et les départements. Et d'ailleurs, avant la loi 3DS, en septembre 2021, cette région revendiquait déjà l'attribution de ces tronçons autoroutiers, puisque le conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité avait demandé à Valérie Pécresse, donc présidente, enfin non pas de la République, mais présidente de cette région, de transférer donc ces autoroutes non concédées et routes nationales de la région. Et était concerné également le tunnel A14 Nanterre-La Défense, qui est concerné également par ce transfert d'autoroutes non concédées. Alors, s'agissant des aspects financiers, l'État donnerait à la collectivité compétente l'équivalent de 3 ans de coûts de fonctionnement de la voie et 5 ans de dépenses d'investissement, mais beaucoup d'élus, notamment du département, estiment que ce transfert de compétences sera insuffisant, notamment dans le domaine des autoroutes, et il rajoute également qu'il n'y a pas d'assurance que l'État continue à financer les infrastructures routières au titre des contrats de plan État-région. Autre solution très intéressante qui va beaucoup plaire à Michel Leclinch, puisqu'il est l'auteur d'un article célèbre dans Gestion et Finances publiques qui s'intitule « Bonnet rouge et gilet jaune ». Il y a la solution peut-être de remettre en place l'écotaxe, la fameuse écotaxe qui a fait tant parler. Et rappelons, ça intéressera le professeur Herzog peut-être, que le Parlement a définitivement adopté le 17 février dernier un projet de loi ratifiant 3 ordonnances relatives aux compétences de la collectivité européenne d'Alsace pour permettre la fameuse écotaxe pour les poids lourds pour financer éventuellement ces transferts de compétences. Donc ça, c'est très intéressant. En conclusion, et pour finir, il faut quand même souligner le récent rapport de la Cour des comptes qui date également de mars 2022 sur l'entretien des routes, sur l'entretien des voies nationales et départementales. Et la Cour des comptes écrit dans ce rapport très récent que, je cite le rapport, ni la lettre ni l'esprit de la décentralisation, dit la Cour des comptes, n'ont été respectés, dans la mesure où cette décentralisation prévoyait en contrepartie du transfert de la propriété de certaines routes un renforcement du pilotage stratégique de la part de l'État. Donc, en conclusion, on peut dire qu'il y a une certaine confusion en matière de compétences qui va arriver, que alors que les routes et les autoroutes, il y a une très belle thèse également qui a été dirigée par Vincent Dussart, Monsieur Mogard, qui a développé cet aspect stratégique qu'ont pu avoir les routes puis les autoroutes en matière donc de pilotage de l'État. La Cour des comptes donc s'inquiète puisqu'elle pense que l'État risque de perdre son rôle stratégique à travers ce processus de décentralisation. Elle plaide également, notamment pour les routes, un indicateur de la LOLF, s'agissant également à l'évaluation de la gestion du réseau routier. Donc peut-être va-t-on assister à un changement de paradigme qui serait une première par rapport à l'histoire donc de ces infrastructures. On peut peut-être relativiser cela avec la nomination de l'actuel Premier ministre, qui est un pur produit des ponts et chaussées. Et petit rappel quand même, s'agissant des autoroutes concédées, il y a encore 60 projets d'autoroutes qui sont mis en place ou qui sont prévus en France. Donc, il faudra voir si ce pilotage de l'État va se transformer ou pas. Je vous remercie. Merci bien. Voilà. Alors, il est prévu, même à une heure avancée, qu'il puisse y avoir un échange entre les intervenants de la table ronde, puis après, éventuellement, des questions qui peuvent émaner de la salle et qui feront l'objet également de réponses de personnes qui seraient davantage concernées. Voilà, donc premier tour de piste, c'est à la table ronde pour voir si entre vous, vous aviez des observations à formuler
des compléments à apporter quelquefois d'ailleurs. Donc, vous avez la parole pour cette partie complémentaire. Oui, je rebondis sur les routes, si je puis dire. C'est pas encore très ouais. attention. Mais dans notre interco, on a la compétence voirie, donc des routes de l'intercommunalité. 25 à 30% de notre réseau est en très mauvais état. Avec clairement, alors on a un programme, on a une charte voirie, on a un règlement de la voirie, et notamment pour savoir comment on paye, voilà, comment on répartit finalement les dépenses de voirie. Pour certaines intercos, et pour nous, c'est un véritable casse-tête. Pourquoi? Parce que toutes les communes, évidemment, veulent qu'on fasse leur trottoir, qu'on fasse, même je vous ai dit, dans zone viticole, agricole, mais on veut des trottoirs. Et alors, il y a des enjeux de sécurité. Les gamins qui vont prendre le bus départemental, enfin régional, non mais nous c'est départemental, puisque c'est le département finalement qui gère les transports. Et là, on se retrouve là encore à des choses absolument merveilleuses, c'est-à-dire que quand on fait un arrêt de bus, eh ben, c'est le département qui le fait, mais c'est nous qui achetons le terrain. Voilà. Donc, on achète des bouts de terrain, etc. Mais là, 25 à 30% de la voirie jugée est pour certaines dangereuse, c'est-à-dire avec des nids. Alors, on fait ils ont tout un langage, les spécialistes de voirie que je n'ai pas toujours compris, mais c'est des enjeux et on n'arrive plus à payer pour certaines intercos. Et voilà. Et ça, c'est vraiment un enjeu. Alors, c'est vrai qu'on parle des autoroutes. Alors, c'est vrai, c'est un peu notre. Alors, nous, on a une autoroute en plus qui passe effectivement au milieu de notre territoire. La voirie, c'est vraiment un souci pour les collectivités, je crois, et notamment rurales. Et je ne parle même pas des zones de montagne, puisqu'en Haute-Garonne, on a aussi en zone de montagne. Alors là, c'est aussi en Nouvelle-Aquitaine. Merci. Juste sur ce terrain-là, vous avez. Pas de remarque particulière. Non. Mais oui, pardon. Non, moi j'avais une question à poser au Monsieur le Président, puisque dans le cadre de ma casquette d'avocat, j'ai fait un recours contre une DUP en matière d'expropriation et une consultation. Non, pas du tout. Et en matière et dans les Pyrénées-Orientales, il y a un problème récurrent pour deux ports, notamment dans le cadre de l'extension de deux ports dans le nord de la Catalogne, Sainte-Marie de la Mer et le port du Barcarès, où il y a eu une tempête en mars 2022 et ces ports sont souvent soumis à un problème d'ensablement. Et l'évaluation est difficile à mettre en place, mais il faut savoir qu'à chaque fois, il y a 150 000 € qui sont mis en place pour cette politique-là. Mais alors, la question, c'était, vous avez parlé de la Chambre régionale des comptes, mais vous faites actuellement un contrôle, c'est dans le cadre d'un rapport, ce contrôle sur le sable à fond perdu? Alors c'est pas un contrôle sur le sable, hein, c'est un contrôle sur la gestion du trait de côte, parce qu'effectivement le sujet d'adaptation au changement climatique est devant nous, et avec cette grande façade littorale atlantique qui est marquée d'ailleurs par des risques particuliers. Si on regarde sur la liste des 126 communes qui se sont inscrites dans le dispositif de protection contre l'érosion du trait de côte, on en trouve 31 en Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est le quart de la situation française, en tout cas. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas de doctrine. On essaie de tirer profit de tout ce que nous permet maintenant notre loi de référence, pour faire à la fois des contrôles organiques qui sortiront avec des rapports sur chacun des organismes contrôlés, mais surtout une synthèse régionale qui permettra effectivement de faire la part des choses et de regarder toutes les tactiques, que ce soit des ouvrages de protection, des mesures ponctuelles comme effectivement le réensablement, qui dans un certain nombre de cas, évidemment ça paraît comme c'est un peu comique, mais ça peut être justifié dans un certain nombre de cas, eu égard sur le rapport coût-bénéfice, évidemment. Hein, c'est pas très cher de mettre du sable, même s'il faut en mettre souvent. Donc pour l'instant, rien n'est sorti, mais on ambitionne en 2023 de sortir une synthèse régionale sur ce sujet-là. Et il y aura peut-être dans un futur rapport annuel de la Cour des comptes ce sujet également. Merci. J'avais une petite question.
si vous me permettez, tout à sur l'hétérogénéité des collectivités territoriales, peut-être à mes deux... Du ça. Aux deux. Aux deux. Monsieur Leclin. Aussi. Monsieur Leclin. Qui va rebondir. Les deux, parce que moi j'étais content de vous entendre, Monsieur Dussart, sur le fait que même quand on est professeur de droit, même quand on est compétent, même quand on a une commune relativement importante, parce que 6800, ce n'est pas les plus petites communes, on arrive quand même face à une espèce de mur de complexité qui est quand même très, très largement gérable. Est-ce que ce soit l'un ou l'autre, vous avez le sentiment qu'il y a un seuil de taille de commune en dessous duquel vraiment c'est plus possible. Les gens perdent pied, les gestionnaires n'ont vraiment plus la capacité de gérer sans recours à une collectivité supérieure comme l'Interco ou à des agences d'aide technique. Ouais. Voilà, écoutez. D'expérience, oui, ne serait-ce que dans je prends un cas pratique là. La maire d'une des deux communes les plus en difficulté m'a demandé de venir la voir, non plus avec ma casquette, mais en tant qu'entre guillemets, d'expert, pour voir comment elle pouvait s'en sortir pour faire son budget, parce qu'elle ne s'en sortait plus. C'est-à-dire petite commune avec une secrétaire de mairie à mi-temps, ce qu'on appelle encore les secrétaires de mairie, qui est en plus, j'allais dire, compétente à son niveau. Et elle me dit, je ne sais plus comment faire. Pourquoi? Parce que l'ancienne équipe a fait un plan local d'urbanisme qui a développé la commune de manière anarchique. Et résultat, les investissements derrière ne suivent pas et on n'a pas les moyens de les faire. Et je crois qu'il y a vraiment un seuil. Et il y a un seuil où maintenant, finalement, je pense que les toutes petites communes, de toute façon, elles ont pour certaines pas de fiscalité locale. Enfin, elles ont le foncier bâti, mais départ, elles ont des dotations, et puis elles vivent avec ça, elles vivotent, j'allais dire, de compétences. Il y a un mur dans le sens où est-ce qu'ils comprennent, voilà. On fait le budget équilibré. C'est vrai que les conseillers aux décideurs, je ne sais pas comment ils travaillent encore, je ne me suis pas penché avec les petites communes, voir s'ils vont récupérer à aider à faire le budget local, je ne sais pas, je n'y crois pas, alors que le comptable public, lui, le faisait. Donc, je n'ai pas vu ça. Et ça, c'est un enjeu, je crois, important. Je crois que la DGFiP ne doit pas laisser tomber ça, parce que pour les petites communes, ça va être compliqué. Après, on dit toujours, je dis aux étudiants, c'est simple, mettre un budget en équilibre, c'est très simple, vous mettez les mêmes chiffres en recettes qu'en dépenses. Mais dans la pratique, non, effectivement, ça ne peut pas marcher comme ça. Et oui, là, je pense qu'il y a un vrai mur. Mais on parle, c'est de manière générale, on a parlé depuis hier des collectivités territoriales. Moi, ça fait des années que ça ne veut plus rien dire. La loi sur l'autonomie financière, on en a parlé. Moi, je me livre à une opération de démontage en règle qui prend 1h30 dans mon cours de Master 1 de droit des finances locales, pour dire que c'est quand même une loi qui ne sert à rien. Parce que certes, on ne publie pas les... Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a découvert que les ratios n'étaient pas ce qu'ils étaient? Comme on raisonne par catégorie, on peut raisonner commune par commune. Et quel est l'intérêt? Moi, depuis 2014, je n'ai jamais entendu, j'ai eu 2 maires successifs, il n'y en a aucun qui m'a parlé ne serait-ce que d'autonomie financière. Et on ne parle plus de la même chose, c'est-à-dire quand on parle de dotation, quand on parle de stratégie financière, quand on parle dans une commune de 200 habitants, on ne parle pas de stratégie financière, on parle de comment je fais pour boucler. Voilà, c'est tout. Je crois vraiment qu'il y a puis le mur de la complexité, il ne s'améliore pas de toute façon. Quand on voit, c'est le système de dotation qui est... c'est facile de le dire, mais bon, c'est aussi l'évidence. Je ne sais pas ce qu'en pense Michel. Voilà, je crois que vous aviez une observation à faire. Oui, enfin, d'abord une observation sur le mur de la complexité. C'est-à-dire, ce colloque est véritablement effrayant. Je veux dire, après 40 ans de décentralisation, on est tous d'accord sur le fait que le système est complexe, irréformable, que plus personne n'y comprend rien. C'est quand même assez effrayant parce que la décentralisation, c'est quand même une politique publique. Enfin, même si c'est plus de l'organisation que du contenu, ça touche les citoyens. Daniel l'a dit tout à l'heure. Enfin, je veux dire, c'est quand même épouvantable que, et Jean-François a employé le mot de pilotage, c'est épouvantable que cette politique publique qui touche les citoyens, qui est fondamentale,
ne soit plus pilotée. Alors, ça rejoint dire le problème de l'évaluation. Il y a qu'on sait ni avoir une stratégie, ni avoir de l'évaluation. Je trouve que c'est un peu effrayant. Alors, pour répondre à la question précise, c'est vrai que, alors, je ne sais pas s'il y a un seuil qui est uniforme, mais c'est vrai que le problème la gestion des petites communes, la gestion des grandes collectivités n'est pas la même. Et le modèle de l'administration polyvalente, etc., est totalement périmé. Alors, on a essayé de le corriger en faisant des postes spécialisés pour les collectivités locales. Alors, la réforme plus récente a une autre idée, c'est d'une part d'avoir des conseils des décideurs locaux qui soient plus compétents, plus branchés sur des centres d'expertise qui pourront les aider, etc. Je crois que ça, c'est une bonne réforme. Mais le revers de cette réforme, c'est qu'il me semble, mais Samuel Baron vous le dira mieux que moi, qu'on va dissocier ce conseil aux décideurs locaux de la gestion comptable et budgétaire qui sera dans des centres de gestion comptable et budgétaire. Et alors là, c'est évidemment, mais on ne peut pas tout avoir. Alors on perd le trésorier polyvalent proche de la commune en gagnant en expertise, mais évidemment, on va perdre en relations distantes. Alors peut-être qu'on saura rétablir un courant de relations. Les sous-préfets qui, pour nous, ne servent pas à grand-chose, pourraient servir à ça. Enfin, il y a sans doute un modèle à trouver, mais on ne peut plus continuer sur une vision indifférenciée. Et je pense que les grandes collectivités peuvent avoir une gestion financière réellement autonome, alors avec un système de contrôle. Il ne s'agit pas de ne pas avoir de corde de rappel, et il y en a besoin. Mais je veux dire qu'il faut arrêter de faire des fiches d'analyse financière qui ne servent à rien ou des choses comme ça. Enfin, Je donnais un exemple à Xavier Cabane à la pause, je crois que c'est Xavier, j'en parlais. On nous a demandé de voter une DM, décision modificative, pour 2 centimes. Pour 2 centimes? Pour 2 centimes, parce qu'il y avait une erreur d'imputation des intérêts d'emprunt de 2 centimes. Et bien ça repasse devant le conseil municipal. Donc, ça s'ajoute à la longue liste des délibérations, parce qu'il faut voir des délibérations. Je ne sais pas si vous avez la curiosité d'aller dans vos communes, voir la liste des délibérations, dans tous les domaines, pas que finance. C'est impressionnant ce qu'on vote. Enfin, c'est une litanie, voilà, qui pendant des heures, et encore, petite commune, moindre délibération, mais 2 centimes. On va dire qu'on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire, c'est une image, mais petite remarque, c'est dans certains secteurs privés, c'est la même chose. Oui, oui. Alors, voilà. Ça, c'est vraiment le respect de la lettre pour la lettre. Et alors, il y a une chose il y a aussi, on n'a pas parlé, c'est la réorganisation actuelle aussi de la DGFiP. Nous, on perd notre comptable public, c'est-à-dire, on la perd. Enfin, on en récupère une autre, mais qui a un portefeuille qui grossit. Or, moi, je vois, j'ai 2 agents qui, entre guillemets, sont à responsabilité, qui gèrent le service de la commune, le service financier de la commune. Ils sont en plus très compétents. C'est des gens, on ne voit pas, c'est des gens qui ne sont pas très qualifiés en termes, qui sont très bons en compta. Dès qu'ils ont un problème, hop, Madame la comptable, est-ce que vous pouvez me dire, là, j'ai un problème d'imputation, comment? J'espère que qu'on va perdurer, parce qu'en plus, si on place mal, après, c'est hop, DM. D'ailleurs, ce soir, je vais devoir partir plus tôt, parce que j'ai une DM à voter pour des problèmes d'imputation que le comptable nous a demandé de modifier. Alors, il y a ça, et je fais, je sais, mais il n'y a pas d'étudiants là, je crois. Il y a un problème qui pointe, c'est le problème du recrutement. On a d'extrêmes difficultés dans les collectivités, dans les petites collectivités, les moyennes collectivités, à recruter en finance, en urbanisme et RH. C'est les 3 postes. Et on est en recruter, bon, en contractuel d'abord, et puis après on fait des concours. Au niveau et en finance, de l'éducation nationale, il y a un vrai souci. C'est-à-dire que on a des gens qui arrivent, et nos étudiants, alors nous à Toulouse, on a fait exprès, on a un gros volume financier dans le master finance, dans le master droit des collectivités, donc ils trouvent du boulot systématiquement sur les postes financiers. Mais des élus, de nombreux que je croise, me disent, on n'arrive pas à recruter la personne qui va gérer au quotidien les finances. Et ça, dans l'avenir, ça va être un peu problème. Et puis alors, évidemment, avec la complexité des choses, comment vous voulez arriver à... Bon, merci beaucoup Vincent. Je crois que nous allons arrêter là le débat autour de la table
Et avant d'aller vers une autre table, nous allons. Est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui souhaite poser une question aux 4 personnalités qui sont ici? Ou oui. Monsieur Levoyer. Une question, oui. Dans les transformations là, des CRC, n'a pas été évoquée la question de la certification des comptes locaux, cette expérimentation. Est-ce que ça a un impact? Forcément, mais lequel, pour les agents, pour les magistrats, comment c'est appréhendé? Alors rapidement, ça n'a pas d'impact direct pour l'instant. On est dans une expérimentation de la certification et les scénarios qu'on a regardés, c'est plutôt un scénario où les chambres régionales des comptes n'interviennent pas directement dans la future certification des comptes. Pour autant, c'est quand même une grande zone d'incertitude puisque dans les expérimentations qui sont en cours, beaucoup de certifications ont échoué. Donc avec des comptes qui ne sont pas à ce stade certifiable, qui pose donc la question même du principe de la certification, en plus que de sa pertinence. Est-ce qu'il faut aller vers une certification des grandes collectivités ou pas? La question est toujours ouverte, mais à l'heure actuelle, si on y allait, ça n'impacterait pas la charge de travail directe des chambres régionales. Non. En tout cas, ça impacterait à la marge. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Voilà. Je peux juste oui. Ajouter. Nous, quand on a fait, j'en ai parlé, la présentation de la qualité des comptes par le comptable public. Donc, il est venu, ils ont travaillé, ils ont pris tout notre budget, ils l'ont décortiqué, analysé, etc. Dans un esprit, c'est pas la certification, mais c'est l'idée de regarder la qualité, la fiabilité. Résultat, on est obligé de remonter 20 ans en arrière sur des choses. Et encore, c'est bon, il n'y a pas de difficulté. Mais des amortissements qui datent d'il y a 12-15 ans, entre 12 et 15 ans, c'est un travail considérable. Ce qui veut dire que les 2 agents clés, ils m'ont dit « Ah ben ouais, c'est gentil votre truc, mais ça va nous faire du boulot pour combien de temps là ?» Parce qu'il faut qu'ils revoient toute une série de choses. Et là aussi, si c'est rajouté encore de la complexité, là encore, la certification des grandes collectivités, il y aura du monde pour le faire, il y aura des moyens. Sur les autres, même les moyennes, je ne parle pas des toutes petites, mais les moyennes, ça va être compliqué là aussi. C'est pour ça qu'il y a de l'expérimentation. Bon, je crois que nous avons fait, je ne dirais pas que nous avons fait le tour vraiment, parce qu'il y a certainement des questions qui seraient encore à évoquer, mais nous allons d'abord, je tiens à remercier les membres de la table ronde qui nous ont apporté quand même pas mal d'éclairages concrets, et à cet égard, donc, c'est évidemment un enrichissement pour chacun d'entre nous. Donc, merci à vous et puis bon appétit.